Cours sur le métabolisme. Présentation du cours. Notre cours dans sa globalité sera consacré à présenter brièvement les différentes classes des nutriments, glucides, lipides et protides, de donner leur origine, endogène ou exogène, leur itinéraire dans le tractus digestif, depuis leur ingestion jusqu'à leur pénétration dans les différentes cellules de l'organisme. Puis, on va donner en détail leur métabolisme, l'objet de notre cours. Et donc, suite à l'étude du métabolisme, on va donc parler des régulations de ces métabolismes qui sont aussi importantes que l'étude du métabolisme. On va commencer par le métabolisme des glucides. Nous allons parler des généralités sur ces glucides, de leur origine, leur digestion, leur transport et leur destinée au niveau de l'organisme. Nous allons parler de leur catabolisme et la régulation de ce catabolisme, puis de l'anabolisme et sa régulation aussi. On va commencer par les généralités sur les glucides. Les glucides ou carbohydrates, ils sont également appelés carbohydrates. Ce sont des composés chimiques à base de 3 molécules, carbone, hydrogène et oxygène. Leur rôle principal est de fournir à l'organisme l'énergie nécessaire à son fonctionnement, donc un rôle principalement énergétique. Où 1 gramme de glucides peut fournir 4 kilocalories. Structurellement, les glucides peuvent être subdivisés en 3 groupes, allant du plus simple vers le plus complexe. Nous avons les monosaccharides ou sucres simples constitués d'une seule molécule. Ils sont appelés aussi des oses, comme exemple le glucose, le fructose et le ribose. Nous avons les disaccharides, composés suite à la liaison de 2 molécules de sucre simple. Exemple, le lactose, qui est le sucre caractéristique du lait. Il est formé d'une molécule de glucose et d'une molécule de galactose. Le maltose, formé de 2 molécules de glucose, c'est le sucre caractéristique du malt. Le saccharose, composé d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose. Le saccharose, je rappelle que c'est le sucre de table ou bien le sucre blanc. Nous avons les polysaccharides composés d'une succession de sucres simples interliés entre eux pour donner lieu à des sucres complexes comme l'amidon et le glucogène. L'amidon est le sucre ou bien le complexe des sucres qui existent chez les végétaux. Donc, c'est une réserve glucidique de la cellule végétale et le glucogène, donc, qui est formé d'un stockage de sucre au niveau donc, du foie chez la cellule animale. Pour le glucose, pour utiliser les glucides, l'organisme humain doit d'abord les transformer en nutriments simples, représentés par le glucose qui est le substrat énergétique essentiellement de l'organisme. Je rappelle que tous les oses, fructose, galactose, etc., donc, vont être transformés au niveau du foie en glucose. Et c'est le glucose qui est donc le substrat énergétique essentiel donc, de l'organisme qui va subir la métabolisation. La source du glucose est soit alimentaire, donc exogène, soit une production endogène en cas du jeûne, et auquel cas serait essentiellement hépatique chez l'homme. C'est-à-dire que cette production endogène, il provient donc d'un stock de glucogène localisé au niveau du foie ou bien au niveau des muscles. Notion de glycémie.
La glycémie représente la concentration sanguine de glucose dans le sang. Sa stabilité est le reflet d'un équilibre dynamique entre les entrées du glucose dans le compartiment vasculaire ou au compartiment sanguin et ses sorties hors de ce compartiment. La glycémie normale a une valeur comprise entre 0,6 et 1 g par litre chez le sujet sain, qu'il soit à jeun ou en période postprandiale. Pourquoi qu'il soit à jeun ou en période postprandiale? Parce qu'il existe une régulation qui est assurée par des hormones donc au niveau de notre corps et qui ajuste donc à un équilibre physiologique, à une glycémie normale, donc ces valeurs-là. Je m'explique, après le repas, la glycémie augmente pendant 1 à 2 heures qui suivent. Ce sont les hormones sécrétées par le pancréas, à savoir l'insuline et le glucagon, qui permettent de maintenir cet équilibre glycémique en jouant sur le stockage et le déstockage des glucides. Donc le stockage sous forme de glucogène en cas d'un excès de glucose au niveau de notre organisme et un déstockage donc en cas donc de besoin de l'organisme. Alors, maintenant, on va parler de l'origine des glucides, leur itinéraire, c'est-à-dire leur digestion et leur transport et donc leur absorption au niveau de la cellule intestinale et leur destinée, c'est-à-dire leur métabolisation. Origine du glucose, on va commencer par l'origine exogène qui est la plus importante et qui provient de l'alimentation. On va commencer par la digestion du glucose. Avant que les glucides ne prennent part au métabolisme, il faut qu'ils soient digérés, c'est-à-dire ils doivent subir une transformation mécanique, c'est-à-dire la mastication, ils doivent être mastiqués, et une transformation chimique grâce donc à la salive et au suc digestif. Au cours de la digestion, les glucides sont transformés en glucose et en partie en galactose et en fructose, c'est-à-dire en monosaccharides qui peuvent être absorbés et passés dans le sang. Seuls les monosaccharides, c'est-à-dire les sucres simples, peuvent être absorbés dans l'intestin, car il existe des mécanismes spécifiques de leur transport dans cette cellule intestinale. Le système de transport, ce sont des protéines membranaires appelées glucides transférases et dont le symbole est GLUT, c'est-à-dire G-L-U-T. Pour l'absorption des glucides au niveau intestinal, donc la cellule intestinale ou entérocyte, elle est composée d'une membrane apicale et d'une membrane basale. Une membrane apicale du côté de la lumière intestinale, c'est-à-dire du côté des aliments qui ont été digérés et transformés en chyme et au niveau de l'estomac et qui ont passé donc au niveau de l'intestin. Et une membrane basale, c'est-à-dire une membrane que les sucres doivent donc traverser pour intégrer la circulation sanguine, pour qu'ils soient par la suite répartis chez les autres cellules de l'organisme pour qu'ils soient métabolisés. Alors pour la membrane apicale de l'entérocyte, l'absorption du glucose et du galactose se fait par un transport qui dépend du sodium et fonctionnant d'une façon active secondairement. Ce système est appelé symport glucose-sodium, S-GLUT. Le symbole, c'est S-GLUT. Donc, c'est un transport couplé, le transport du glucose au niveau apical de l'entérocyte est un transport actif secondairement, c'est-à-dire que le glucose ne peut traverser cette membrane apicale que accompagné de sodium. C'est le sodium qui lui fournit l'énergie nécessaire pour qu'il traverse la membrane apicale de l'entérocyte.
Pour le fructose, il passe à l'intérieur de la cellule intestinale, c'est-à-dire via la membrane apicale, sans consommation d'énergie à travers un système de transport appelé GLUT5. Donc, c'est un transport purement passif. Une fois à l'intérieur de la cellule, donc ces glucides-là, ces monosaccharides, doivent donc traverser la membrane basale de l'entérocyte. Donc le glucose qui a pénétré dans la cellule avec le sodium en ressort de l'autre côté par un transport passif à travers GLUT2 en suivant son gradient de concentration. De même pour le fructose et le galactose. Donc, au niveau de la membrane basale, le transport, que ce soit celui du glucose ou bien celui du fructose ou du galactose, c'est un transport passif. Donc, il traverse la membrane basale sans apport d'énergie et ils vont par la suite intégrer donc la circulation générale et premièrement la veine porte hépatique. Schématiquement, vous avez donc la cellule intestinale, l'entérocyte, avec sa membrane apicale et sa membrane basale. Donc, comme vous le voyez, ça c'est la lumière intestinale et ça, ce sont les glucides qui sont digérés au niveau de l'estomac et qui sont transformés en sucre plus simple, donc à savoir glucose ou galactose et fructose. Alors, pour le passage du glucose et du galactose, donc c'est un transport couplé, donc c'est un symport glucose-sodium. Donc, l'énergie de transfert, il est donc fourni par l'ion Na+, donc, et le transport, c'est un symport glucose-sodium. Pour le fructose, c'est un transport passif, donc via le GLUT5. Une fois au niveau de l'entérocyte, donc ces oses-là ou bien ces sucres simples doivent traverser la membrane basale donc par un transport facilité et donc un transport passif et ils vont intégrer la circulation sanguine. Alors au niveau sanguin, donc ces os doivent être transportés, doivent circuler pour aller intégrer les différentes cellules et les différents tissus. Alors, étant hydrosolubles, les os se solubilisent dans le sang et parviennent donc aux cellules cibles par voie sanguine. Alors, une fois au niveau du tractus sanguin, ils doivent intégrer les cellules pour qu'ils soient donc métabolisés. Alors, pour la pénétration des os dans les cellules, arrivés au niveau des cellules, les os doivent traverser la membrane cellulaire pour pénétrer dans le cytosol où se déroulent les réactions du métabolisme glucidique. Alors, la couche lipidique des membranes cellulaires n'est pas complètement imperméable au glucose, d'où l'existence de transporteurs spéciaux pour faire passer le glucose à travers donc, la membrane cellulaire. Parmi les transporteurs, ce sont donc les transporteurs de tube GLUT que nous venons donc de voir. Et donc, pour ces transporteurs GLUT, il y a ceux qui fonctionnent d'une façon indépendante de l'insuline et ceux qui dépendent de l'insuline. On va voir ça en détail après. Alors, bien sûr, ces transporteurs, ils ont des isoformes. Ils se présentent donc sous plusieurs formes, c'est-à-dire les GLUT1, les GLUT2, les 3, les 4. Donc, tout dépend donc de chaque cellule de notre organisme. Alors, les isoformes de transporteurs du glucose, ils ont des affinités variables pour le glucose et l'expression de ces isoformes a une certaine spécificité tissulaire. C'est-à-dire, pour chaque tissu, il existe des transporteurs bien particuliers.
Alors, nous avons des isoformes ubiquitaires qui sont donc valables pour toutes les cellules et tous les tissus. Tel est le cas donc du GLUT1 et du GLUT3. Et nous avons des isoformes spécifiques. Tel est le cas de GLUT2, 4 et 5. Donc, on va voir en détail à quoi correspondent donc ces isoformes ubiquitaires et spécifiques. Par exemple, pour les isoformes ubiquitaires qui sont 1 et 3, ils permettent l'apport de glucose à de nombreux tissus, essentiellement le tissu cérébral et les érythrocytes, c'est-à-dire les globules rouges qui dépendent exclusivement du glucose et ils ont donc une forte affinité pour le glucose. Pour le GLUT2, il est principalement visible au niveau des hépatocytes, c'est-à-dire les cellules du foie, les cellules bêta des îlots de Langerhans, aussi au niveau de la membrane basolatérale de l'entérocyte, comme on vient de le voir. Ce transporteur, qui est le GLUT2, fonctionne indépendamment de l'insuline, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'insuline donc pour qu'il soit activé pour transporter les glucides. Le GLUT4 est principalement visible au niveau des cellules musculaires striées et des adipocytes, c'est-à-dire les cellules du tissu adipeux. Le GLUT4 est stocké dans des vésicules situées dans le cytoplasme de ces cellules-là. Et lorsque la quantité de glucose est élevée dans le sang, c'est-à-dire en cas d'une hyperglycémie, le taux d'insuline augmente pour réguler cette hyperglycémie. L'insuline induit donc au niveau cellulaire une translocation des vésicules contenant les transporteurs GLUT4 vers la membrane cellulaire où le transporteur devient fonctionnel. On va voir ça donc au niveau de la figure 1 dans la diapositive qui suit. Et donc, on conclut que le GLUT4 est donc insulinodépendant, c'est-à-dire qu'il dépend de l'insuline pour pouvoir être fonctionnel. Ainsi, la haute concentration sanguine de glucose après un repas peut être régulée et le glucose en excès se transforme en glycogène dans le muscle et en triglycérides dans le tissu adipeux. Parce que le tissu adipeux est aussi une forme de stockage des glucides, mais sous forme de lipides. Pour le GLUT5, il est principalement visible au niveau des entérocytes et des spermatozoïdes. Alors, pour les effets de l'insuline sur le transport de glucose vers les cellules insulinodépendantes, cas de la cellule adipeuse et musculaire, donc comme vous le voyez, donc nous avons les transporteurs de glucose, ils sont stockés dans des vésicules. Donc, c'est des vésicules qui contiennent les GLUT4, d'accord? Et là, sous l'action donc d'une protéine, ces vésicules, ils vont se diriger vers les extrémités de la cellule, c'est-à-dire vers la membrane plasmique de la cellule, et ils vont donc subir ils vont fusionner avec la membrane plasmique, d'accord? Et ils vont donc disposer les transporteurs, c'est-à-dire les GLUT4, au niveau, un peu partout au niveau de toute la membrane de la cellule pour donc faire passer le glucose via ces transporteurs et du coup réguler la glycémie, c'est-à-dire faire passer l'excès de glucose qui se trouve donc au niveau donc, de la circulation, c'est-à-dire l'hyperglycémie. Donc, il va y avoir un passage de glucose vers les cellules, soit pour les faire fonctionner, soit pour être stocké au niveau des cellules. Alors, l'ensemble des effets de l'insuline sur le métabolisme glucidique
diabétique tend donc vers une diminution des concentrations du glucose libre, qu'il soit intracellulaire ou extracellulaire, c'est-à-dire extracellulaire dans le cas d'une hyperglycémie, intracellulaire au niveau à l'intérieur de la cellule, donc pour qu'il soit métabolisé ou stocké. Comment l'insuline stimule la pénétration de glucose dans les cellules insulinodépendantes? Lorsque la quantité de glucose est élevée dans le sang, après un repas par exemple, donc le cas d'une hyperglycémie postprandiale, c'est-à-dire au moment de repas ou juste après avoir mangé, pour réguler cette hyperglycémie, nous avons d'abord une stimulation de la sécrétion d'insuline, parce que toute augmentation de glucose dans le sang ou bien une hyperglycémie stimule automatiquement une décharge d'insuline pour qu'il y ait régulation de cette hyperglycémie. Alors, là, on est en présence d'une cellule bêta des îlots de l'ingérence, c'est-à-dire la cellule responsable de la sécrétion de l'insuline. Et donc, après un repas, il y a une hyperglycémie postprandiale, donc une situation complètement physiologique après donc, avoir mangé. Alors, le glucose, qui provient de l'alimentation, est le seul métabolite capable, dans les conditions physiologiques, de stimuler la sécrétion de l'insuline. Alors, le glucose entre dans la cellule bêta-pancréatique via le GLUT2, par un transport passif, ne nécessitant pas donc de l'énergie. Une fois entré, le glucose est métabolisé. Et donc, le métabolisme, qui dit métabolisme, dit production d'énergie. Donc, cette énergie va servir pour la sécrétion de l'insuline, comme vous le voyez sur le schéma. Donc, au niveau de la mitochondrie, il y a eu métabolisation du glucose et donc production d'énergie. Et donc, du coup, cette énergie, il a servi donc pour sécréter l'insuline en dehors de la cellule bêta. Maintenant, nous allons parler de l'origine des glucides. Donc, les glucides peuvent avoir une origine exogène ou une origine endogène. Alors, l'origine endogène du glucose, c'est à partir soit des glucides, soit des lipides, soit des protéines. Alors, c'est-à-dire que c'est une synthèse au niveau, donc une transformation des lipides, des protéines, des glucides en glucose pour servir la cellule et pour lui fournir de l'énergie. Cette situation, on peut la trouver donc soit en cas de jeûne, c'est-à-dire quand on est en restriction alimentaire, soit au moment d'une activité physique qui dure dans le temps. Et à ce moment-là, donc le glucose alimentaire, il est épuisé et donc l'organisme cherche donc de l'énergie à travers les stocks qui se trouvent donc au niveau de l'organisme. Et bien sûr, les stocks, ils sont soit sous forme de glucogène, dans le cas donc des stocks glucidiques, soit sous forme de lipides, le cas donc du tissu adipeux et donc des lipides, soit à partir donc des protéines. Et ça aussi, donc, ça peut donner des glucides. Alors, on va commencer par l'origine à partir des glucides et c'est le cas de glucogène qui représente la forme de réserve glucidique de la cellule animale chez l'homme. Et donc le foie est l'organe dont la teneur en glucogène est la plus élevée, c'est-à-dire que le glucose en excès, il est stocké sous forme de glycogène au niveau soit de la cellule du foie,
les cellules du foie, c'est-à-dire les hépatocytes, ou bien au niveau musculaire. Donc au niveau du foie, il est de l'ordre donc de un stockage de 10 à 12% du poids frais donc de l'organe, soit pour le muscle de l'ordre de 1 à 3% du poids frais. Mais comme la masse musculaire est plus importante comparée à la masse du foie, le glycogène musculaire reste de loin le plus important au niveau musculaire. Alors, comment ce glucose endogène est donc fourni à la cellule? C'est par le mécanisme de la glycogénolyse. C'est le processus par lequel le glycogène est décomposé en glucose dans la cellule. Alors, et une fois décomposé, ce glucose, soit il poursuit sa dégradation dans la glycolyse, c'est-à-dire il va être métabolisé pour fournir de l'énergie à la cellule, soit il est libéré dans la circulation, et ceci uniquement par la cellule hépatique, c'est celle qui a les enzymes nécessaires pour cette libération au niveau de la circulation. Donc, tout dépend de l'état énergétique de la cellule. Alors, concernant l'origine à partir des lipides et des protéines, on parle de la néoglucogénèse, c'est-à-dire la fabrication ou bien la synthèse de glucose à partir de substances non glucidiques, donc à savoir les lipides et les protéines. Dans certaines circonstances, la cellule animale peut être contrainte à synthétiser le glucose. Dans le cas de jeûne glycidique, catabolisme protéique excessif, un travail musculaire intense générateur de l'acide lactique, et là, donc, l'organisme doit synthétiser du glucose. Alors, quels sont les composés qui peuvent former le glucose et qu'on appelle glucoformateurs? Donc, ce sont soit l'acide lactique, l'acide pyruvique, les acides aminés glucoformateurs et les lipides via donc le glycérol. Alors, leur catabolisme aboutit à une formation de glucose et de glucogène. Le foie assure un apport de 90% de la néoglucogénèse dans l'organisme, le rein 10%. La néoglucogénèse peut fournir jusqu'à 300 g de glucose par jour, donc ce qui n'est pas négligeable. Alors, bien sûr, après, nous allons nous intéresser au catabolisme glycidique et à la régulation de ce catabolisme. Le catabolisme glycidique correspond à la dégradation des molécules de glucose permettant la formation de molécules riches en énergie. Alors, on va voir ça en détail dans une seconde capsule.